Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, Cube Télé, Cube sur toutes les plateformes. Mais j'ai un petit sourire comme ça, mais l'heure est grave parce que hier, si vous m'avez écouté dans la petite chronique que je fais tous les jours à l'émission de Benoît Dutrisac, on s'était lancé un défi tous les deux. On avait dit qu'hier soir, on allait tous les deux préparer des pâtes carbonara et qu'aujourd'hui, on allait faire une dégustation à l'aveugle pour que nos collègues de Cube dégustent et disent lequel des deux était le meilleur. Alors moi, hier soir, j'ai tout préparé, mon carbonara, puis tout ça. Puis je faisais bien attention d'en laisser une part supplémentaire qui était pour Cube. Et tout ça, puis ça sentait bon chez nous. Mais je disais, non, il touchait pas, c'est pour Cube. Puis là, une fois que j'ai eu fini de préparer mon repas, Benoît m'a envoyé un petit texto pour me dire « Mais il n'est pas faim. » Traître. Bonjour, Cybèle Olivier. Ben, bonjour. Alors aujourd'hui, moi, j'ai fait ma part de l'entente. J'ai apporté mon petit contenant en plasticouille avec pour le faire réchauffer. Tu l'as goûté tout à l'heure. Benoît, évidemment, se morfondait. Et là, on a une vidéo exclusive, mesdames et messieurs, un scoop ultranational de Benoît Dutrisac en train de manger mes pâtes carbonara. On écoute ça, mais même, je vais le découvrir avec vous. Je suis même pas au courant de ce qui se passe. Il est sans mots. OK. J'ai bien fait de pas en faire. Il est vraiment meilleur que le mien. Bon! Je vais finir l'assiette. Il va finir l'assiette. Il en a même pas laissé pour toi, le vlimeux. Mais là, moi, j'ai eu ma part avant. C'est moi qui lui ai laissé quand même, là, juste pour pouvoir faire le vrai concours. Mais elles étaient délicieuses. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez avoir ma recette, il a tout mangé? Il a tout mangé, mais c'est un morphale. Il est incroyable. Morphale. Un morphale. Oui, c'est ça. C'est, je pense que c'est le nom d'une araignée qui mange énormément ou quelque chose comme ça, mais c'est comme une expression. Je vais aller voir, j'ai jamais vu ça. T'es une morphale. Oui, c'est ça. Qui dévore, qui a un appétit insatiable. Wow. Voilà. Une bonne expression française. J'en suis une aussi. Et souvent. tout ça pour dire que c'est une recette qui vient de ma maman. Ma mère m'avait donné, quand je suis partie en appartement, un petit cahier de recettes écrites à la main. Et là, c'est rempli d'éclats, de spaghettis, puis tout ça. Mon cahier est rempli de des tâches. recettes qui ont fonctionné, là. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Benoît, de ne pas avoir participé à ce petit concours. C'est une longue introduction pour vous dire à quel point, à Cube, on est dans la franche camaraderie et on est surtout dans la rigolade. Et ça tombe bien, parce que mon prochain invité, ça fait des années qu'il nous fait rire au Québec. Si je vous dis les films de Père en flic, qui a quand même ramassé de 10 millions au box-office. Pourquoi j'ai fait une erreur? Non, pas du tout. De Père en flic 2, 7 millions au box-office. Menteur, 6 millions, au box-office. Ce qu'il y a en commun entre ces trois films-là et bien d'autres, c'est évidemment Émile Gaudreault, qui est réalisateur, auteur et scénariste. Bonjour, Émile. Bonjour. Je te sens un peu modeste parce que t'es pas le genre à te péter les bretelles puis à dire je m'appelle Émile Gaudreault et j'ai participé aux films qui ont fait le plus d'argent dans le cinéma québécois. T'es modeste, Émile. Ben écoute, je fais le métier que je pratique avec passion, mais c'est vrai que tu sais, j'étais dans le groupe sanguin quand j'étais très jeune. Fait que j'ai comme côtoyé la célébrité de près, là, tu sais, Dominique Lévesque, Danny Turcotte, Marie-Lise Pilote. Puis moi, j'étais un peu à côté de ça, puis ça me fascine pas du tout. J'ai pas besoin d'être à l'avant. J'ai des acteurs incroyables dans mes films qui sont hyper connus, qui sont aimés, et eux font le travail là, de faire la publicité pour mes films. Et moi, j'ai vraiment du plaisir tous les jours à les préparer. Mais c'est quand même particulier parce que quand on parle des films qui ont fait le plus d'argent dans l'histoire du cinéma québécois, ton nom se retrouve tout le temps là. Là, tu viens nous parler évidemment du groupe sanguin. Les gens ont adoré
le groupe Sanguin, c'est un groupe d'humour qui a marqué le Québec. Donc, quand on parle de culture québécoise, t'es au cœur. Pourtant, quand tu te promènes dans la rue, les gens vont pas nécessairement t'arrêter en disant « Hey, Monsieur Gaudreau, grâce à vous, ça fait des années que je ris au Québec. » Tu comprends? Il y a comme une dichotomie. C'est tellement merveilleux comme ça. Oui, t'aimes ça comme ça? Ah oui, j'aime tellement ça, être anonyme complètement, là. Dans la vie de tous les jours, es-tu quelqu'un qui, mettons, si je t'invite à un party chez moi à manger dans un spaghetti carbonara, vas-tu être le gars autour de la table qui va faire le plus de blagues ou tu vas être le gars le plus discret qui va rire aux blagues des autres? Ben, ça va dépendre de mes partenaires de souper, là. Si je suis en confiance, je peux être vraiment très drôle. Il faut avoir confiance en son public, il faut être à l'aise, il faut pas se censurer. Puis à ce moment-là, oui, je peux vraiment donner un show, mais ça dépend toujours avec qui je suis, là. Parce que la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, c'est qu'au cours des derniers jours, on a reçu la bande-annonce du film Menteuse qu'on va pouvoir voir au Québec en juillet 2025. Je trouve toujours ça intéressant de sortir la bande-annonce au mois d'avril pour un film qui est là en juillet. Donc, on est en appétit puis on attend ça pendant des mois, pendant des semaines. Mais la bande-annonce, je te l'ai dit avant qu'on entre en ondes, m'a fait faire pipi dans mes culottes. Elle est vraiment super drôle. C'est Anne-Élisabeth Bossé, à qui arrive la même chose que dans Menteur, sauf que là, c'est une femme. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce pour que tout le monde fasse pipi dans ses culottes en même temps. Non? Oui, oui. Oui. Je sais pas si on est... T'aimes pas l'expression? Oui, mais c'est pas évident comme ça à la radio ou à la télé, là. Mais regardez-là sur votre ordinateur. Oui, mais nous, on est les deux. Oui, on est les ça. deux. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de Menteuse qui va prendre l'affiche en juillet. Ça va pas, mon amour? Mon frère Simon, il a trop menti. Ces mensonges sont devenus la réalité. Ça, moi, je suis devenu le gars le plus bad lucké sur la terre. Toi, t'étais amoureuse de lui. Puis mes parents, ils étaient devenus super méchants. Ils arrêtaient pas de dire à Simon, « Ferme ta crise de gueule! » C'est pas des mensonges, c'est des petites exagérations qui rendent le monde heureux. Ben là, calvitie, faut le dire vite, là. Moi, je trouve pas. Moi, je te regarde aller. J'adore la politique, j'en mange. Puis j'ai peur. Phil, peut être bien soupe au lait. Très drama queen. Chloé, alors commence à consommer. Tu sais, la poudre, des fois. Fais attention aux mensonges de trop. Je te dis qu'on avait une maison verte autosuffisante. Tu m'as inscrite aux élections. Alors, moi, c'est la partie que je trouve la plus drôle, c'est quand elle regarde un gars qui est complètement chauve et qu'elle lui dit « Ah, calvitie, c'est un peu exagéré. » Parce que bon, c'est vrai que des fois, les gens qui sont chauves, ils sont un peu soupe au lait. Donc, ça a été un immense succès Menteur. Quand même, 6,2 millions de recettes. Est-ce que c'est pas justement une recette de dire « Ah, ben là, tu as mangé avec Menteur, on va le faire avec une fille puis on va avoir la même chose. » C'est pas par facilité que tu as fait ça. Non, ben écoute, c'est tellement long et intense, c'est compliqué d'écrire un film et de le faire et de le réaliser et tout, que faut vraiment que ça vienne du cœur. Il faut vraiment que ça vienne d'une passion. Puis, ça n'a jamais été prévu de faire une suite, mais quand on a fait Menteur, on avait comme une fin qui était pas bonne au film, qui était vraiment un flash qu'on avait eu, qui nous faisait rire, mais qui était vraiment finalement, le film se finissait en queue de poisson et c'était quand même catastrophique parce que on voulait que les gens sortent de là avec de la joie. Puis moi, je fais des projections publiques pendant que je fais le montage, donc on voyait que les gens à la fin étaient perplexes. Et c'est comme dans une nuit d'insomnie où j'ai dit, mais on a une autre menteuse dans Menteur, qui est le personnage d'Anne-Élisabeth, avec son mari Phil. Donc là, on va finir avec elle. On a fait revenir Anne-Élisabeth. On a tourné un petit bout avec elle pendant qu'on faisait du montage. On l'a inséré dans le film. On a pris une scène avec les moines qu'on avait au début. On l'a remonté. Ils sont revenus faire les voix. Et là, on avait comme une fin qui était quand même plus joyeuse, plus positive, qui nous a, à ce moment-là, ouvert la porte pour une possibilité de faire un film avec une menteuse, effectivement. Mais c'est fascinant parce que ça veut dire que même quand tu es en train de faire le montage du film, tu fais des projections et t'écoutes. C'est parce que toi, ce que tu veux, c'est que les gens rient. Tu veux que ton film fonctionne. Donc, à partir du moment où les gens ne rient pas ou n'aiment pas la fin que tu fais au film, t'en fais une autre. Ça s'appelle être vraiment à l'écoute du public. Ben, c'est aussi être à l'écoute du film que je suis en train de faire. Puis, tu sais, pour moi, faire des projections publiques, quand j'ai fais de Père en flic, mais comme j'étais dans le groupe Sanguin, tu sais, puis quand on fait des shows comme ça, là, on les rôde pendant des fois 2 mois, tu sais, et on présente nos trucs au public, puis des choses qu'on trouve géniales, puis là, tu t'aperçois qu'il y a personne qui embarque. Fait que moi, quand je fais des films qui sont des franches comédies comme ça, ben, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de gag qui tombe à plat, qui reste, parce que j'ai beau m'ostiner et dire c'est la chose. C'est comme roder un film, comme on rode un spectacle. C'est le peaufiner. Ça fait partie vraiment de l'exercice, puis c'est pas comme donner au public ce qu'il veut, c'est aller encore plus loin dans ton film à toi. C'est qu'eux autres, en groupe, l'audience en groupe, le public, là, ils sentent, ils ont un instinct de groupe qui est merveilleux. Et des fois, il y a une personne qui va dire un truc, puis on l'écoute pas du tout, mais quand c'est comme unanime, puis tu dis, OK, là, telle section,
production, tout le monde la trouve trop longue. Puis, et là, tu retournes à ton film et t'en fais ce que toi, tu ressens. Si on essayait vraiment toujours de savoir qu'est-ce que le public va aimer, on se tromperait complètement toujours. Moi, c'est toujours, c'est quoi l'histoire que je raconte et comment la raconter le mieux possible. Et il vient un moment dans le processus où là, j'ai besoin d'avoir des gens qui l'écoutent, d'avoir des gens qui le regardent et de voir effectivement comment ils reçoivent cette histoire-là. À quel moment ils s'ennuient, on le sent. À quel moment ils sont touchés, ils sont émus, ils sont en silencieux. Quand tout le monde bouge sur leur siège, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment, pour moi, ça fait partie d'un processus créatif qui est pas du tout... Parce que des fois, les gens ont l'impression que tu peux pas écrire pour le public, d'une certaine façon, parce que tu vas te tromper, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qu'ils vont aimer. Mais faut pas être trop guidoune non plus. Tu peux pas le faire, parce que ça sera pas sincère. Tu vas vouloir plaire à quelqu'un d'autre, alors que moi, je travaille vraiment, quand j'ai une idée, j'ai l'impression qu'elle peut plaire, qu'elle est universelle, ben là, on va la travailler à fond, cette idée-là, pour la rendre la meilleure possible, en espérant qu'elle résonne, puis en se faisant nourrir, en étant ému nous-mêmes par notre histoire. Mais après ça, oui, il y a cette espèce, mais c'est jamais en premier, si on veut. Il faut toujours, moi, je défends l'histoire que je raconte. Je ferai jamais quelque chose dans un film parce que le public a dit un truc, puis je sens que c'est pas vrai et que ça appartient pas à ce film-là. Mais en même temps, tu parles de Père en flic. Évidemment, on pense à Michel Côté qui jouait le rôle du père. Et là, il y a un livre qui vient de sortir, un livre d'hommage à Michel Côté. Et ils t'ont interviewé, évidemment, pour ce livre-là. Et tu racontes qu'après l'immense succès de Père en flic 1, vous avez une lecture pour De Père en flic 2. Puis là, Michel Côté est comme un peu tristounet, parce qu'il est comme pas vraiment présent. Fait qu'il est venu te voir, puis c'était pas une crise de diva, mais il est venu te voir en disant, ben, c'est parce que je suis comme... C'était un vrai désarroi, puis c'était ceux qui ont vu De Père en flic 2, ils savent qu'on Karine Vanache, Julie Le Breton, Patrice Robitaille, Sonia Vachon, il y a vraiment une brochette qui sont là-dedans. Donc, il y en a là-dedans qui ont 12 répliques, là. Et après la lecture, nous, on était mal pour ceux qui avaient pas beaucoup de répliques, tu sais, nos acteurs qui sont venus. Et c'est Michel qui est arrivé, mais il vivait vraiment une peine. Il était vraiment, vraiment triste. Il était sur le bord des larmes, là, Michel, en nous disant, moi, je n'existe pas dans ce film-là, je suis une potiche. Et là, nous, premièrement, on l'aime, Michel, donc c'était émouvant, puis en même temps, on se disait, mais là, est-ce qu'il fait une petite crise de diva, effectivement, mais en réfléchissant tout de suite, on s'est aperçu qu'il avait raison. Puis on a écrit des nouvelles scènes pour son personnage qui sont restées, qui sont marquantes. Donc lui, avec son instinct de 40 ans de faire ce métier-là, il a senti qu'il manquait un truc à son personnage. Puis il nous l'a dit comme ça avec Michel moi, tout le temps, quand j'ai côtoyé Michel, il était hyper sensible et souvent fragile. On a l'impression que c'est quelqu'un de très fort, mais c'est quelqu'un qui doutait beaucoup et qui était toujours inquiet, justement, de est-ce que ça allait être assez bon, ce qu'il allait faire, ce qui est un paradoxe, parce que c'est un génie, c'est un monstre de charisme, qui était adoré, mais je pense qu'il était adoré parce que il y avait cette faille-là, un peu d'estime personnelle, si je peux dire. Là. Donc, c'était ma rencontre avec Michel. On pourrait faire quand même 1 heure sur Michel. Là. Donc, mais non, mais on pourrait en effet, mais juste, on va prendre comme 2 secondes parce que tu racontes une autre anecdote dans le livre où c'est, à un moment donné, il y a un journaliste qui doit interviewer Michel Côté et il vient assister à un tournage. Et il faut savoir que toi, ta méthode de travail, c'est que tu fais tourner, tu fais comme une prise, 2 prises, 3 prises. Ils refont la phrase, mettons, 15 fois, la même phrase. C'est ça. Et Michel... toujours très conscient un peu là, il était pas bon. Là, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Il était pas dedans. Puis là, il vient me voir, il dit, le journaliste, là, lui, il sait pas que toi, tu fais faire 15 prises à tout le monde. Fait que là, il pense que moi, je suis pas bon. Et là, il était vraiment fébrile. Puis je suis allé voir le journaliste, j'ai dit, peux-tu juste sortir? On va te parler après. Le journaliste. Et là, Michel était revenu, puis il est redevenu complètement lui-même. Mais cette espèce de conscience-là, c'est encore là une grande fragilité, ce qui faisait, je pense, qu'il était le grand acteur qu'il était. Louis-José Hood était dans Menteur. Ouais. Et il jouait le rôle du frère jumeau d'Antoine Bertrand. Et juste le fait que ce soit le frère jumeau, juste ça, c'était hilarant. Puis quand on le voyait dans le film, c'était très drôle. Louis-José Hood n'est pas dans Menteuse. Pourquoi? Louis-José avait, au départ, on voulait qu'il soit dedans. La vraie histoire. Oui, au départ, on voulait qu'il soit dedans. Puis c'est lui qui a vraiment dit, écoute, j'ai pas envie. Je vais faire mes shows. Puis nous, on avait quand même commencé le travail. Puis au début, on était déçus parce que c'est un génie, Louis-José, on veut qu'il soit dans notre film. Ben, puis c'est bon pour le box-office, excuse-moi. Oui, c'est mais bon très pour vite le film. quand même. Puis pour vrai, on s'est aperçu que, tu sais, Louis-José, ça prenait la moitié de l'histoire. Tu sais, parce qu'on le gardait, c'est notre principal du dernier film. Donc là, ça a ouvert tout le champ pour le personnage d'Anne-Élisabeth et on a vraiment pu approfondir ce personnage-là et faire en sorte, entre autres, que, tu sais, elle ment par altruisme, par abnégation, elle ment pour rendre les gens heureux. Ben oui, c'est une femme. C'est complètement mais c'est complètement différent de Menteur, puis ça nous amène complètement ailleurs. Et le fait que qu'Anne-Élisabeth soit
que elle comme personnage principal, ben là, on a pu vraiment avoir une vraie courbe pour son personnage. Puis elle a vraiment... Anne-Elisabeth a fait un travail comique incroyable dans ce film-là, mais elle a amené beaucoup d'émotions. Elle a donné beaucoup d'elle-même à ce personnage-là dans plusieurs moments du film, ce qui fait que le personnage est à la fois très drôle, mais en même temps, elle est très touchante. Et c'est parce qu'on avait le temps avec elle, parce qu'on la suivait, elle. Et c'est plate à dire, mais si Louis-José avait été là, ben on n'aurait pas pu faire ça. Donc, ça aurait été un autre film. Et je dois avouer que je suis très content du film qu'on a en ce moment. Je pensais que tu allais dire, je suis très content que Louis-José Hood soit pas là. Non, je comprends. Pour vrai, de se concentrer sur Anne-Elisabeth, ça a rendu le film meilleur. Absolument. Bon, on a évidemment très hâte au mois de juillet. Écoute, je peux pas te recevoir sans te parler de façon générale du cinéma québécois, puisque toi, tu as réussi à faire ce que un certain Vincent Goudzo a longtemps réclamé. Tu as réussi à faire l'équation parfaite entre un succès critique et un succès populaire. Les journalistes aimaient tes films et le public aimait tes films. Tu fais des films qui ont une personnalité du cinéma d'auteur et un succès commercial. Quand tu vois, par exemple, que les cinémas Goudzo ont été obligés de fermer, est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce que ça t'inquiète pour le cinéma québécois actuel? D'avoir moins de salles pour la diffusion? Oui, c'est sûr, d'avoir moins d'écrans, c'est jamais bon. T'sais. Donc oui, c'est inquiétant. Le cinéma, c'est difficile en ce moment partout sur la planète. Hein. On peut pas se nier que même avant la pandémie, déjà avec les plateformes de Netflix et de Disney et tout ça, ben on est quand même enseveli d'histoires qu'on nous propose à tous les jours. Donc là, Les Menteurs est disponible sur Netflix? Oui. Ouais? Oui. T'es content de ça? Ben oui. Ben, de Père en flic aussi, puis sur Crave, puis sur plein de plateformes. T'sais, pour moi, ça, je suis content que mes films continuent à vivre. Même Nuit de noces, c'est encore à des endroits. Nuit de noces, c'est vrai que c'est toi, ça. Donc, mais c'est ça, c'est difficile en ce moment pour partout dans le monde. Le cinéma, c'est plus difficile parce que là, les gens, avant le vendredi puis le samedi, il y avait rien à la télé. Ouais. On allait au cinéma, mais là, maintenant, on est comme enseveli de projets, de séries qui sont bonnes, de films qui sont bons. Donc, il faut vraiment se démarquer. Il faut vraiment... Ce qui est difficile, et on parlait de la bande-annonce, c'est vraiment ce qui est le plus difficile, c'est de générer chez les gens le désir d'aller voir ton film, le désir de sortir de chez eux. Moi, je vais moins au cinéma qu'avant. Ah oui? Moi, j'y allais au cinéma tout le temps. Puis là, des fois, je regarde, donc je fais comme, c'est moi là qui est un maniaque. Même toi. Ouais. Donc là, je me dis qu'il faut toujours trouver comment générer ce désir-là, que pour les gens, ça soit irrésistible. Oui, on va aller voir ce film-là. On a le goût d'y aller. On va pas encourager le cinéma québécois. On va aller triper. C'est un peu ça l'objectif. C'est ça. Faut de pas tous que les ce soit films. condescendant de dire on va voir un film québécois parce qu'il faut encourager la culture locale. On y va parce que le film est bon. Pas, donc, écoute, il nous reste avril, mai, juin. Il nous reste 3 mois à attendre avant d'aller voir Menteuse. Mais écoute, honnêtement, la bande-annonce, moi, m'a fait vraiment palpiter. Et tu as créé chez moi le désir pour ce film. Oh, merveilleux. Merci beaucoup, Émile Gaudreau. C'est toujours un plaisir de te parler.